Chapitre 2: Les ondes dans la matière. C'est une leçon de niveau terminal S présentée par Alain, moi-même, de la chaîne YouTube Alain Sciences Étranges. Regardons un peu le programme officiel de terminal S en sciences physiques. Nous allons étudier ici, dans cette leçon, les ondes dans la matière. Il s'agit donc d'étudier les exemples de la houle, des ondes sismiques, des ondes sonores, d'extraire des informations sur les manifestations des ondes mécaniques dans la matière. Dans le cas des ondes sismiques, c'est-à-dire des tremblements de terre, des séismes, d'étudier la magnitude sur l'échelle de Richter d'un séisme. Et enfin, dans le cas du son, dans le cas des ondes sonores, d'étudier le niveau d'intensité sonore. Plan de la leçon. Tout d'abord une introduction. Ensuite, dans cette leçon, nous nous concentrons sur 3 exemples d'ondes tirées de la nature. D'abord dans le grand 2, la houle, des ondes à la surface de la mer. Ensuite, dans le grand 3, les séismes et les ondes sismiques. Et enfin, au grand 4, l'échelle de Richter des séismes. Et le dernier exemple, c'est dans le grand 5, les ondes sonores, avec le grand 6, le niveau d'intensité sonore. Et pour finir, une conclusion. Grand 1, introduction. Observons en toute généralité et étudions certaines caractéristiques de certains phénomènes naturels d'ondes dans la matière rencontrés sur notre planète, tels que par exemple la houle, les ondes sismiques et les ondes sonores. Grand 2, la houle, des ondes à la surface de la mer. La houle correspond à des vagues à la surface de la mer, et ces vagues sont régulières et périodiques. Ce sont donc des ondes à la surface de l'eau. 2 choses sont à éclaircir ici. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est une énergie de déformation d'un milieu qui se propage sans transport de matière. Ici, la houle déforme l'eau. Donc l'eau, elle crée des bosses et des creux lorsque la houle se déplace dans l'eau. Mais si la houle arrive au niveau d'un bateau, le bateau ne va pas avancer ou reculer. Il va monter et descendre au rythme de la houle. Il ne va pas se déplacer. Il n'y a pas transport de matière. Il y a juste déformation de l'eau à son passage. Si je mets un bouchon dans l'eau et que des petites vaguelettes arrivent, le bouchon n'avance pas et ne recule pas non plus. Il monte et il descend. Donc, le milieu est déformé, mais il n'y a pas de transport de matière. Je voulais insister sur ce point. Le deuxième point est que la houle, dans ce cas très précis d'étude, est une vague régulière et périodique, mais ce n'est pas une vague déferlante. Il ne faut pas la confondre avec les vagues déferlantes. La vague déferlante, on en voit une sur la photo en haut à droite de la diapositive, c'est ce qui se produit lorsqu'une vague arrive en fin de course, sur la plage. Là, elle déferle. Mais la houle, c'est au-delà de la plage. C'est pas sur la plage, c'est en pleine mer. Ça peut être à 200 mètres de la plage, mais ce n'est pas sur la plage. Donc, la houle, c'est quelque chose de régulier et périodique. Enfin, j'ai représenté sur une vue d'une vague scélérate, une vue d'artiste, c'est une estampe japonaise très connue, et nous voyons une vague scélérate, c'est-à-dire une vague beaucoup plus haute que les autres, qui apparaît de temps en temps au milieu de l'océan. Ici, il se trouve que cette vague scélérate est aussi déferlante, mais il peut arriver que la vague scélérate ne se casse pas, ne déferle pas, et qu'elle progresse au milieu de l'océan tout en étant entre 5 et 10 fois plus haute que les autres vagues. La houle est un phénomène très régulier, très sympathique, qui ne pose pas de problème. Ce sont des vagues régulières et périodiques qui se propagent à la surface de l'océan. Intéressons-nous, un peu comme nous l'avons fait avec la vague scélérate, à des vagues un peu plus compliquées. Par exemple le tsunami. C'est un exemple de vague qui finit très mal. Elle engloutit tout sur son passage lorsqu'elle arrive sur la plage. Un tsunami en fait n'est rien d'autre qu'un cas particulier de houle solitaire, qui prend naissance loin du rivage, à l'occasion d'un phénomène naturel comme un séisme, et dont l'amplitude peut augmenter à cause d'un effet inversement proportionnel à la profondeur de l'eau. Je m'explique. Lorsque la vague scélérate prend naissance au milieu de l'océan, elle est très stable. Elle est très stable car c'est une vague qui obéit à certaines conditions entre la largeur de la vague, sa hauteur, la profondeur de l'eau, etc. Le tsunami, c'est un peu pareil. Il obéit à certaines conditions pour exister. Et en fait, c'est une vague qui est solution d'une équation bizarre, une équation non linéaire. La vague, en fait, tsunami est ce qu'on appelle un soliton. C'est une vague solitaire. Il peut y en avoir plusieurs, mais en général, il n'y en a que un ou deux ou trois, pas plus. Des fois, un seul. Tout comme les vagues scélérates, qui sont aussi des solitons, mais pas du même genre. En fait, pourquoi le tsunami n'est pas une vague scélérate? Parce que la vague scélérate est déjà haute en pleine mer, tandis que le tsunami, lui, va être
très, très peu haut, assez loin du rivage. Mais en fait, comme l'amplitude de ce tsunami augmente à cause d'un effet inversement proportionnel à la profondeur de l'eau, quand il se rapproche du rivage, la profondeur de l'eau diminue. Donc l'inverse proportionnel de quelque chose qui diminue et qui tend vers zéro, c'est quelque chose de très grand. Donc du coup, l'amplitude va augmenter énormément. Donc le tsunami qui était pas très haut à 50 km du bord, ou même à 1 km, arrivé près de la plage, la profondeur d'eau diminuant beaucoup, il y a un effet non linéaire qui augmente l'amplitude de la vague et qui la fait monter tellement haut qu'après, quand elle arrive sur la plage, bien sûr, elle peut plus se propager, donc elle s'écrase, elle s'écroule sur la plage. Voilà le phénomène de tsunami. Donc, en résumé, le tsunami, c'est une vague solitaire qui obéit à une équation non linéaire, et grâce à cette non-linéarité, on peut augmenter son amplitude et donc provoquer un raz-de-marée. Grand 3, les séismes et les ondes sismiques. Les séismes, qu'on appelle aussi des tremblements de terre, sont des phénomènes géologiques, parfois catastrophiques, mais pas toujours. Il y a beaucoup de séismes tous les jours sur la planète, ils ne vont pas tous causer des dégâts énormes. Et donc en fait, les séismes correspondent à quoi? À une brusque libération d'énergie mécanique qui est accumulée dans les profondeurs du sol et qui se libère le long d'une faille généralement. Le centre du séisme est ce qu'on appelle le foyer, tandis que la projection de ce foyer sur la surface du sol est ce qu'on appelle l'épicentre du séisme. Donc, par exemple, sur la photographie de droite, qui est en fait un schéma, nous avons donc un séisme qui se produit sous terre, et si je remonte verticalement, j'obtiens l'épicentre, tandis que sous la terre, là où est provoqué le séisme, c'est le foyer. Les séismes donnent lieu à des ondes sismiques. En effet, lors d'un séisme, il va y avoir vibration du sol, donc apparition d'ondes. Deux types d'ondes vont apparaître. Tout d'abord, des ondes dans le volume de la Terre. Donc, ces ondes sont aussi de deux sous-types. Il y a le type P, ce sont des ondes longitudinales ou ondes de compression, et le type S, qui sont des ondes transversales ou ondes de cisaillement. Ces ondes se propagent donc dans les profondeurs du sol. Alors, je rappelle qu'une onde longitudinale, c'est lorsque la vibration correspondant à l'onde est dans la même direction que la direction de propagation de l'onde. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une onde de compression. Tandis qu'une onde transversale, la direction de vibration de l'onde est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc il y a cisaillement. Donc ça, c'est ce qui concerne les ondes qui se propagent dans le volume, dans les profondeurs du sol. Donc des ondes de type P et des ondes de type S. Je rappelle aussi, c'est une donnée géologique, que les ondes de type P sont beaucoup plus rapides que les ondes de type S. Donc elles apparaissent en premier sur les détecteurs. Ensuite, il y a des ondes de surface. Mais ces ondes de surface, en fait, sont une conséquence des ondes P et S. Ce sont des interactions au niveau du sol de ces ondes de volume précédentes. Et ce sont elles qui vont causer les dégâts matériels à la surface du sol, lorsqu'il y en a. Ici, nous voyons des dégâts causés par des ondes sismiques lors d'un tremblement de terre. Les dégâts sont énormes en général. Nous verrons plus loin comment les évaluer en fonction de la puissance du séisme. Mais nous voyons quand même que les dégâts sont très très importants en général. Pour les séismes qui apparaissent directement près des villes ou près des zones habitées, etc., etc. Pensons à la Californie, pensons au Japon. Le sismographe est le dispositif expérimental qui permet d'enregistrer les vibrations dues aux ondes sismiques, donc qui signent la présence d'un séisme. Je vous ai dit précédemment qu'il y a deux types d'ondes dans le volume de la Terre. Les ondes de type P, qui sont les plus rapides, et les ondes de type S, qui sont plus lentes. Analysons ce graphe obtenu par un sismographe. Nous voyons que vers minuit, autour de minuit, et oui, minuit et quelques minutes, il y a apparition d'ondes, de vibrations dans le sol. Donc il y a tout d'abord les ondes de type P et ensuite les ondes de type S. Alors le séisme dure environ entre minuit, excusez-moi, et puis il dure 20 minutes, une bonne 20 minutes, et après il y a encore des petites vibrations. Et il y a une réplique vers 6 heures.
il est fréquent d'avoir des répliques, mais qui est de moins longue durée, de moins forte intensité. Grand 4. L'échelle de Richter des séismes. Il est évident que tous les séismes n'ont pas la même puissance, ils n'ont pas libéré la même énergie, ils n'ont pas produit les mêmes dégâts non plus. Il y a beaucoup de séismes qui se produisent tous les jours, qui ont une très petite amplitude, ils ont libéré une très petite énergie, ils passent quasiment inaperçus. Tandis qu'il y a des séismes très puissants, on s'en souviendra pendant un siècle. Comme par exemple en 1960 au Chili, il y a eu un séisme sur l'échelle de Richter, il était à 9,5. Donc parlons de cette échelle de Richter. D'où vient-elle? Tout simplement, à chaque séisme, on peut associer une magnitude. Qui traduit quoi? À l'aide d'une formule de l'énergie libérée par le séisme. Elle traduit la puissance des dégâts, en gros. Il existe différentes échelles ou formules de calcul de la magnitude. L'échelle de Richter est ancienne. Elle est remplacée de nos jours par d'autres échelles plus pertinentes d'ailleurs. Mais elle donne cependant une bonne évaluation des effets du séisme, toujours de nos jours. Exemple, un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter a en fait produit des effets légers. Pas très destructeurs, même quasiment pas destructeurs. Tandis qu'un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a des effets très forts, avec beaucoup de destruction. Alors pourquoi cette grande différence dans les effets lorsque je passe d'un séisme de magnitude 4 à un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter? Pourtant 4 et 7 sont des chiffres très, très proches. Tout simplement parce que l'échelle est logarithmique. Donc la formule nous permet de ramener un chiffre qui ne varie pas beaucoup, des effets qui peuvent être très différents. Mais je vous rappelle que le plus fort séisme enregistré ce siècle avait une magnitude de 9,5. Donc 9,5 c'est vraiment très extrême, tandis que 4 c'est très léger. Grand 5, les ondes sonores. Observons ces photographies. À gauche, une guitare, au centre, une trompette, à droite, un violon. Ces trois instruments produisent du son, et même de la musique. Nous allons étudier dans le détail qu'est-ce que le son et comment mesurer le volume sonore et l'impression sonore. Tout d'abord, intéressons-nous à la nature des ondes sonores. Le son est une onde de pression, mécanique longitudinale, c'est-à-dire que la direction de vibration est parallèle à la direction de propagation de l'onde, tout comme les ondes P dans le cas des ondes sismiques. Le son est donc composé de zones de pression plus ou moins fortes. Dans ce cas-là, si la pression est plus forte que le milieu ambiant, on parle de compression, ou des zones de pression plus basses. Dans ce cas-là, on parle d'une expansion du milieu. Et ces zones de pression plus ou moins hautes ou plus ou moins basses, et qui constituent l'onde, se propagent dans le milieu. D'ailleurs, plus le milieu est dense, plus la vitesse de propagation du son est élevée en général. Retenons une valeur numérique. Dans l'air, on obtient qu'à température ambiante, la vitesse du son est environ de 340 mètres par seconde. Grand 6. Niveau d'intensité sonore. Pour une source sonore de puissance P, en watts, sur une surface S, en mètres carrés, on a l'intensité sonore I égale P sur S, en watts par mètre carré. Il faut savoir que l'oreille humaine perçoit des sons à partir d'une intensité sonore de I0 égale 10-12 watts par mètre carré, jusqu'à la valeur extrême de environ 1 watt par mètre carré qui correspond au seuil de douleur. Maintenant, lorsque j'entends un son, par exemple je peux le mesurer en décibels, mesurer quoi? Mesurer son niveau sonore. Cela correspond à une autre quantité qui n'est pas l'intensité sonore I. Le niveau sonore en fait correspond à la perception par l'oreille. Et on le définit comme étant égal à L. Alors L ça vient du mot level en anglais, niveau. L égale 10 fois logarithme de I sur I0. Alors I est l'intensité sonore du son qu'on étudie et I0 le seuil, l'intensité de seuil, c'est-à-dire l'intensité à partir de laquelle on commence à percevoir un son. Alors pourquoi cette formule avec un logarithme? Tout simplement parce que, comme souvent dans la nature, il y a des phénomènes qui sont reliés logarithmiquement entre eux. Et la sensation auditive, elle est reliée logarithmiquement à l'intensité physique du phénomène sonore, tout simplement. Voilà. Alors, il est évident, à l'aide de cette formule, qui est très bien vérifiée, que le seuil de perception auditive correspond à 0 décibel. Effectivement, quand I vaut I0, le logarithme valant dans ce cas-là, logarithme de 1 égale 0, j'ai L égale 0. Tandis que le seuil de douleur, si je fais le calcul, si je prends I égale 1 watt par mètre carré, et que comme j'ai toujours I0 égale 10-12 watts par mètre carré, je trouve L égale 120 décibels. Alors, remarquons que, en fait, ces deux valeurs correspondent un peu au standard moyen. Il faut savoir en fait que la fréquence influence aussi ces valeurs.
Il y a un diagramme très connu qui est le diagramme de Fletcher qui donne les variations du seuil de douleur et du seuil de perception auditive pour différentes valeurs de fréquence. À droite, nous avons une photo d'un sonomètre qui permet d'afficher le niveau sonore en décibels. Attention, les niveaux sonores ne s'ajoutent pas. Effectivement, vous savez très bien que la quantité physique qui correspond à l'intensité sonore, c'est I. C'est pas L. L, c'est une quantité physiologique. Donc, si j'ai par exemple deux sources sonores qui n'interfèrent pas, deux sources dont on peut ajouter les intensités, par exemple une de intensité sonore I1 égale 5,010-7 watts par mètre carré, puis une seconde I2 égale 1,010-6 watts par mètre carré. J'en déduis d'abord leur niveau sonore correspondant. Donc je trouve pour L1 57 décibels et pour L2 60 décibels en appliquant les formules qui sont écrites sur cette diapositive. Tout simplement L1 égale 10 logarithme de I1 sur I0, donc égale à peu près 57 décibels, tandis que L2 égale 10 logarithme de I2 sur I0, donc à peu près 60 décibels. Le son résultant aura quelle intensité? Tout simplement I égale I1 plus I2. Donc j'obtiens 1,5 10-6 watts par mètre carré. C'est les quantités physiques qui s'ajoutent. Le niveau sonore, quant à lui, il vaut toujours 10 log de I sur I0. Mais I valant I1 plus I2 et le logarithme d'une somme n'étant pas égal à la somme des logarithmes, j'obtiens donc un résultat qui ne sera pas égal à L1 plus L2, mais j'obtiens L égale une autre valeur, ici, dans l'occurrence 62 décibels. Donc quand j'ajoute 57 décibels à 60 décibels, j'obtiens 62 décibels. Donc on retient que le niveau sonore d'une source 1 plus une source 2 est différent du niveau sonore de la source 1 plus le niveau sonore de la source 2. Il est même en fait inférieur. Grand 7, conclusion. Nous avons donc rencontré et étudié, selon une première approche, trois types d'ondes. La houle, les ondes sismiques et le son. Bien entendu, les ondes qu'on rencontre dans la nature sont souvent de ce genre. Et il y en a beaucoup, et beaucoup d'autres. Ici, nous avons étudié trois ondes particulières et nous en avons tiré quelques caractéristiques. Sachez que dans les chapitres ultérieurs, nous étudierons de façon générale les ondes et nous pousserons un peu l'étude à d'autres phénomènes dus aux ondes.